De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes Gracien Roukindi, Kiza Malik Acher et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et la COP21 a été marquée par le clivage entre les pays du Nord et les pays du Sud, n'arrivant pas à s'accorder sur la manière de juguler l'ampleur vertigineuse du réchauffement de la planète. La clôture de cette conférence a été repoussée au samedi 12 décembre. Principal point d'achoppement, le financement de la transition énergétique dans les pays en voie de développement. Gladys Mwamba. La conférence sur le climat qui se tient à Paris, en France, ne se clôturera pas le 11 décembre, date initialement prévue, mais le 12 décembre 2015. Les divergences majeures entre les 195 pays présents à ce grand rendez-vous sur le climat ont repoussé le projet d'accord final. Pour les différents protagonistes, la dernière ligne droite des négociations s'annonce longue et difficile pour conclure à une entente commune. Le plus important, c'est la question de la différenciation. Il y a aussi la question du bilan, c'est-à-dire que on estime que les États devraient rendre compte de leurs émissions tous les 5 ans, alors qu'il y en a qui veulent que ça soit tous les 10 ans, car 5 ans, ce serait un peu trop prématuré. Et puis enfin, il y a la question des financements, mais en termes de qui finance, est-ce que c'est le privé ou le public? La question de la différenciation reste le point primordial. Tous les pays ne produisent pas la même quantité de gaz à effet de serre. La responsabilité des États les plus pollueurs et les besoins de financement de ceux qui sont confrontés aux effets du réchauffement climatique, dont la grande partie sont sur le continent africain, est le point capital des négociations. C'est ajourné à demain, oui. Moi, je suis confiant pour qu'il y ait un accord. Il y aura un accord. Maintenant, l'espoir pour les Africains, c'est toujours pareil, c'est que le financement soit déposé sur la table, mais ça de manière effective, et puis qu'il y ait surtout la solution au problème du transfert des technologies. Le texte final signé par tous les pays présents devrait être présenté dans la matinée du samedi 12 décembre afin d'être adopté à la mi-journée. Ce projet d'accord prévoit notamment de limiter la hausse bien en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts vers un objectif de 1,5 degré d'ici 2100. Malik, j'ai envie de dire, c'est un peu le soufflet qui retombe. On a vu tous ces chefs d'État ou ces chefs de gouvernement qui sont arrivés, l'air déterminés, l'air conciliants, et puis une quinzaine de jours après, toujours pas d'accord. Mais écoutez, oui, il y avait beaucoup d'espoir dès les premiers jours. Tout le monde pensait qu'on allait trouver un accord pour cette COP21. Moi, j'étais pessimiste dès le début. J'espère que demain, il y aura quelque chose qui va être fait, un accord qui va être conclu. Mais moi, je reste toujours pessimiste sur cette question-là parce que vous avez des pays qui sont réfractaires à avoir un accord ambitieux, dont les États-Unis, l'Arabie Saoudite, qui ne voient pas pourquoi, par exemple, elle laisserait son potentiel pétrolier pour se tourner vers les énergies renouvelables. C'est elle qui a la solution dans le domaine du pétrole, dans les prix du pétrole. Donc je comprends tout à fait cette logique, même si elle est malheureusement, je dirais, très très difficile pour les autres pays. En tout cas, je pense qu'il faut revoir le mode. Il y a un mode qu'il faut revoir. S'il y a des pays qui veulent avoir un accord, qu'ils signent tous cet accord et qu'ils imposent une taxation, je ne sais pas, une taxation carbone. Je ne sais pas comment on peut faire pour au moins arrêter de tomber dans ce piège-là de l'unanimité. Vous n'êtes pas d'accord, nous sommes les plus nombreux sur Terre, nous sommes 80, 90, 120 pays, 130 pays d'accord sur une chose. On fera sans vous, on imposera une taxe carbone. Vous ne voulez pas venir avec nous, on fait le chemin sans vous. C'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut revoir ce mode de l'unanimité. S'il y en a qui sont réfractaires, et on les laisse sur le bord du chemin. Gracien, le problème, c'est également le financement. C'est à qui de financer et pourquoi? On finance parce qu'on a déjà pollué ou on finance le développement vers des économies émergentes? Je pense que du côté de nous, les Africains, on ne peut pas demander à ce qu'ils financent ce qu'ils ont déjà pollué. On a déjà consommé, on a besoin, nous, d'avancer. Je pense que le mieux, c'est qu'ils financent déjà ce que nous allons nous produire, ce que nous allons utiliser, les moyens de production, le développement vert. On a besoin de l'argent pour demain, donc ce n'est pas le passé qui nous intéresse, c'est le futur. Mais en même temps, il faut que ces pays soient conciliants, acceptent de payer, parce que nous, les Africains, ne pouvons pas continuer à consommer les produits qui viennent d'ailleurs, parce que déjà, ne fût-ce qu'au niveau écologique, les bateaux, les avions qui transportent ces marchandises polluent déjà. Il faut que nous produisions localement, il faut qu'on puisse développer l'éolienne, développer l'énergie solaire, les barrages,
pour qu'au moins on arrive à produire et à consommer ce que nous produisons localement et sans polluer comme le font les autres. Jean-Marie, vous êtes optimiste? Vous pensez que demain, on pourrait arriver à un accord ambitieux et contraignant? Je ne pense pas du tout, Amira. Je vous avais dit que j'attendais l'opérationnalité, l'effectivité, si vous voulez, de ce, comme on dit toujours, ces grandes messes-là. Ces grandes messes-là, bon, ça bouge des gens dans tous les sens, mais il n'en ressort jamais vraiment quelque chose de concret. J'avais donné un exemple ici, la dernière fois que vous m'avez interrogé là-dessus, Amira. Je vous ai dit, toutes les institutions internationales mondiales savent aujourd'hui que la pauvreté est éradicable dans le monde entier à horizon de 10 ans en y consacrant 100 millions de dollars chaque année. Ces États, si vous voulez, occidentaux, de mon point de vue, ce sont des États égoïstes qui regardent que leurs intérêts. Ils se sont développés. Mais maintenant, c'est à l'Afrique de sauver toute la planète. Maintenant, quand on leur demande, bon, passons sur le principe simple, principe économique simple de pollueur-payeur, ils traînent des pieds, ils disent que non, bon, on va décaler, on va faire ci, on va faire ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas que les Africains, c'est vrai que nous ne sommes que des victimes collatérales, si vous voulez, du phénomène, mais quand même, les pays européens seront autant touchés, si vous voulez, que nous, dans la mesure où le climat, si vous voulez, le changement climatique, si vous voulez, n'a pas de frontières. Il touchera, si vous voulez, tous les États. Mais je me dis tout simplement, il nous touche surtout nous les Africains qui sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les victimes collatérales. Nous n'y sommes pour rien sur le processus, mais c'est à nous encore qu'on demande de faire le maximum d'efforts. Et quand les Africains se disent, OK, vous voulez que nous fassions des efforts, venez nous aider, tout le monde entraîne les pieds. Et Royal Air Maroc dévoile ses ambitions pour le continent américain. Si les lignes Casa-New York et Casa-Sao Paulo existent déjà, la compagnie nationale annonce l'ouverture de 2 nouvelles lignes à destination de Rio de Janeiro et de Washington entre mai et septembre 2016. Une nouvelle opportunité pour le transporteur marocain qui veut se repositionner dans le secteur du transport aérien en Afrique et dans le monde entier. Deo Gracias Kodo. La compagnie aérienne Royal Air Maroc annonce l'ouverture de 2 nouvelles lignes à destination du continent américain. La première ligne Casablanca-Rio de Janeiro, dont le lancement est prévu pour mai 2016, sera assurée par un Boeing 767 pouvant accueillir 10 passagers en classe affaires et 235 en classe économique. La deuxième, reliant Casablanca à Washington, annoncée pour septembre 2016, sera assurée par un Boeing 787 Dreamliner, plus grand, pouvant accueillir 18 passagers en classe affaires et 256 en classe économique. Dans le classement des grandes compagnies africaines, on a Ethiopian, qui est une très bonne compagnie aérienne, qui est très bien placée. Et il y a Royal Air Maroc aussi, qui développe une stratégie de croissance depuis un certain temps. Donc déjà, la ligne peut être rentable pour Air Maroc, pour développer encore plus son périmètre d'intervention. Ça relève aussi de la politique du Maroc qui a une situation géographique très bonne, qui lui permet d'être une forme de hub. Pour les responsables de Royal Air Maroc, près de 80% du trafic aérien sur le continent vers les autres pays du monde sont assurés par des compagnies non africaines. Il y a donc encore une marge très importante pour les compagnies africaines. Lauréat du prix de la meilleure compagnie aérienne sur le continent pour le compte de l'année 2014, Royal Air Maroc tente aujourd'hui de se repositionner sur le marché aérien. Royal Air Maroc est en train de se développer, justement, sur des lignes où ils gagnent de l'argent et ils ont une expertise maintenant qu'ils font valoir. Si vous avez un taux de remplissage qui est suffisant et en plus de ça vous avez un bon coût plus une bonne politique commerciale, donc il y a d'abord un effort sur le management qu'il faut faire, parce que vous voyez bien que quand on concède les droits de trafic à des compagnies étrangères sur nos ranges, les gens deviennent très compétitifs. Récemment, l'Office marocain du tourisme avait annoncé que d'ici 2019, le pays souhaite attirer 100 000 touristes brésiliens contre 4 fois moins actuellement. Pour dynamiser le secteur de l'aviation, les autorités prévoient la mise en œuvre d'un programme d'investissement estimé à plus de 90 milliards de dirhams. Cette stratégie vise à transporter au moins 70 millions de voyageurs à l'horizon 2035. Jean-Marie, on parlait hier des compagnies nationales comme Air Madagascar ou encore Sénégal Airways qui ont d'énormes problèmes de trésorerie. Puis on a à côté la Royal Air Maroc qui ne semble pas avoir ce genre de difficultés, bien au contraire.
ils ont quand même eu des difficultés à un certain moment. Mais les Marocains ont été très très intelligents. Ils ont mis une stratégie de reconversion. C'est-à-dire Royal Air Maroc était une espèce de conglomérat. Dans ce conglomérat, vous avez pas mal d'activités qui étaient qui étaient exercées en propre. Donc, à faire Royal Air Maroc, ils se sont, recentrés sur leur métier de base et ils ont mis une stratégie d'expansion déjà sur toute l'Afrique. Le Maroc veut faire, si vous voulez, de ces villes une plateforme, c'est-à-dire entre le Moyen-Orient, entre les États-Unis déjà. Ils vont dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc, ils sont en train de faire des efforts parce que le recentrage sur leur métier de base leur a permis d'améliorer les marges bénéficiaires de la compagnie. Donc, Royal Air Maroc est redevenu une compagnie très très fiable. Derrière, comme on le disait dans le reportage, derrière Ethiopian, bon, ils tournent même mieux aujourd'hui de mon point de vue que South Africa Airways, Kenya's Airways et tout ce qui s'ensuit. Donc, à partir de là, il faut... C'est-à-dire créer ces alliances-là qu'on est en train de créer parce que ça fait depuis un bon bout de temps quand même que Royal Air Maroc a mis en place cette stratégie-là, c'est-à-dire des alliances avec les États de l'Afrique subsaharienne, développer, c'est-à-dire le trafic vers l'extérieur de l'Afrique en essayant de positionner Casablanca comme étant un hub, si vous voulez, entre l'Europe, comme je disais tout à l'heure, le Moyen-Orient et les États-Unis. Maintenant, qui s'attaquent, si vous voulez, à l'Amérique latine, c'est une très très bonne chose, dans la mesure où ça va devenir quoi? Ça va devenir un échange beaucoup plus facile entre les pays du Sud. Nous parlons toujours de la coopération Sud-Sud, pouvoir partir du Maroc à destination du Brésil, vous trouvez une proximité culturelle et des préoccupations qui sont à peu près identiques. Malik, comment appréciez-vous la stratégie de la RAM, la stratégie actuelle C'est une bonne stratégie. On est, je pense, dans la bataille des hubs. On a vu que Dubaï a émergé comme ça du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on avait une compagnie, Emirates en l'occurrence, qui a essayé justement de diversifier ses destinations et essayer de relier les continents entre eux. Et Jean-Marie a fait référence à cela. Et le Maroc essaye de faire la même chose. Et c'est pertinemment qu'il a une bonne... que la compagnie Royal Air Maroc a une bonne couverture sur le continent africain. Donc, le Maroc a cette ambition de, canaliser tous les flux qui se dirigeraient d'autres continents vers l'Afrique. Et la bataille est, je dirais, bien menée. Royal Air Maroc, même si elle a des difficultés sur le plan budgétaire, peut se rattraper justement en centralisant ces flux qui ensuite pourront être redistribués vers l'Afrique, parce que vous avez des villes africaines qui, malheureusement, n'ont pas de liaison directe vers d'autres continents. Et le Maroc essaye d'être un peu le pont entre les continents du monde. Gracien, qu'est-ce qui a permis à la RAM, selon vous, de ne pas tomber dans les travers d'autres compagnies nationales? Tout d'abord, c'est une compagnie qui est bien gérée au niveau de la gestion et aussi l'étude du marché pour savoir si telle destination, souvent les compagnies prennent des destinations qui ne sont pas rentables, où ils ne peuvent pas remplir suffisamment les avions. On voit bien les destinations de la compagnie marocaine, souvent vers l'Europe. Il y a beaucoup de Marocains qui partent. Il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui passent au Maroc. C'est surtout le fait que c'est devenu Casablanca, c'est devenu comme, disons, un hub. Les passagers passent cet endroit et il y a Air Maroc qui dispatche les passagers vers d'autres lignes. Donc, il y a eu, pour moi, une étude de marché et en même temps, il y a une sorte de bonne gestion et il y a aussi des accords qui permettent à cette compagnie, comme il a dit, disons, de ramener des passagers passant par le Maroc. C'est de cette façon-là qu'on peut remplir. Et d'ailleurs, Ethiopian Airlines joue sur ce côté, le fait de rassembler au niveau de la sous-région les passagers qui vont, que ce soit en Asie ou en Europe. C'est de cette façon-là qu'on peut, disons, rentabiliser, faire vivre une compagnie aérienne, plutôt que de se dire j'ai une compagnie aérienne, j'ai une compagnie nationale et doit fonctionner coûte que coûte. On doit aller partout coûte que coûte. Donc, de cette façon-là, on est toujours perdant. Mais quand on a bien analysé en se disant on va à cet endroit, on aura assez de passagers, il n'y a pas de miracle pour que la compagnie gagne de l'argent. Merci Gracien. Merci Amira, bonsoir à tous. Merci à vous Malik. Merci Amira, à très bientôt. Et merci à vous Jean-Marie pour vos analyses. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous ont bien reçus chez eux.
Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter et analyser les sujets d'actualité du continent africain. Je vous laisse donc pour ce week-end. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.